Mercredi 19 février 2025, la librairie Ombre Blanche recevait Isabelle Desesquelles, ancienne libraire et autrice de nombreux romans, tels que Je voudrais que la nuit me prenne, prix Femina des lycéens en 2018. Elle y présentait ce jour-là, en dialogue avec Brice Torrecillas, Histoire de la femme sauvage, publié chez Jean-Claude Lattès. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi au nom d'Ombre Blanche et en mon nom personnel d'accueillir Isabelle Desesquelles et de vous accueillir autour de son livre Histoire de la femme sauvage chez Jean-Claude Lattès. Le voici, vous pouvez bien évidemment vous le procurer pour la séance de dédicace tout à l'heure. Isabelle Desesquelles, pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup dans la salle, a commencé sa carrière dans le cinéma et la télévision, communication, production, avant d'ouvrir une librairie à Paris, puis de diriger une autre grande librairie, cette fois à Toulouse, dans les années 2000. Elle a publié son premier roman, Je me souviens, chez Julliard en 2004. Il y en a eu bien d'autres. La vie magicienne, qui a obtenu le prix des lecteurs de la bibliothèque de Petit Mars, La mer l'emportera, Quelques heures de fièvre, etc., etc. Je pourrais signaler que son roman Je voudrais que la nuit me prenne a été sélectionné pour le prix Femina 2018 et a remporté le prix Femina des lycéens. On lui doit aussi la maison d'écrivains, ouvrez les guillemets, de pure fiction, fermez les guillemets, c'est le nom de cette maison d'écrivains dans le Lot, à proximité de Cajar en 2010. C'est dire qu'elle a un poste d'observation sur la littérature actuelle, un poste privilégié. J'ai oublié aussi de parler de son récit, Fahrenheit 2010, qui est paru aux éditions Stock, ainsi que ses livres jeunesse. Alors, pour ce qui concerne l'histoire de la femme sauvage, dont nous allons parler plus particulièrement aujourd'hui, la première chose à laquelle j'ai pensé et sans flagornerie en lisant ce livre-là, c'est que peu à peu, sûrement même vous tissiez une œuvre. C'est-à-dire qu'il y a des jeux d'écho manifestes, de livre en livre, et j'en veux pour preuve le premier titre que j'ai cité, le premier livre que vous avez écrit, je me souviens, j'ai l'impression que ça... Je me souviens de tout, pardon. En plus, j'ai dit je me souviens tout à l'heure, c'est effectivement je me souviens de tout. Et si vous deviez un jour faire les éditions complètes, ça pourrait être l'intitulé de la Pléiade, oui, de la Pléiade ou bouquin ou ce qui vous plaît. Je plaisante beaucoup pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà. On pourrait intituler ça Je me souviens de tout. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes resté fidèle à cette ligne de conduite? Alors pardon, d'abord je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Merci d'être présent, merci d'être là. Ça me va droit au cœur. Ceux que je connais, ceux que je ne connais pas. Et donc pour répondre à Brice... déjà, évidemment, ce n'est pas du tout à moi de dire s'il y a une œuvre en construction, mais en tous les cas, ça me touche beaucoup que ce soit observé. Il est vrai que le lien entre le premier roman, Je me souviens de tout, qui est paru exactement, je dirais, il y a 20 ans, je crois, quelques mois après, il y a 20 ans, et Histoire de la femme sauvage, il s'est imposé à tel point, au moment où j'allais commencer l'écriture de ce roman, que j'ai décidé, ce que je n'avais encore jamais fait au fil des livres que j'avais pu publier. Il y en a quand même, je crois, un peu plus de 12, donc ça aurait pu arriver, ça n'était jamais arrivé, à savoir de donner à l'une des héroïnes ou personnages de l'histoire de la femme sauvage le même prénom que celle de Je me souviens de tout, Laure. C'est pas un hasard, bien sûr. Je me souviens de tout, et le titre, et Laure. Quand j'ai écrit ce premier roman,
c'était peut-être en espérant ou en n'espérant pas, parce que je ne pensais pas qu'il serait publié, je ne pensais pas que j'écrivais un roman. Je savais juste qu'il fallait aller au bout. Pour une fois, c'était pas dans un carnet, c'était pas quelques notes, quelques pages. Il fallait aller au bout et au fond, je me disais, il contiendra tout ce qui est tu, tout ce qui est caché, tout ce qui manque. Et plus de 20 ans après, au moment de commencer l'histoire de la femme sauvage, et en sachant que dans ces femmes, on en parlera, hein, qui composent l'histoire du roman, celle qui est Laure, elle devait porter le même prénom. Donc oui, il y a vraiment en tous les cas, bon, il faut bien, si ce n'est œuvre, le mot qui me vient chaque fois que j'écris, que je recommence, j'ai l'impression d'être Sisyphe avec son rocher, vraiment, et parfois de plus en plus. Le mot qui me vient, c'est chemin. Là, vraiment, c'est un mot que je peux exprimer. Il y a un chemin. Il y a un chemin, je dirais, sans exagérer, que jusqu'à il y a très peu, moi seule connaissais, tellement, mais j'ai toujours vu ce chemin, en fait. J'ai toujours su qu'il y aurait un chemin, j'ai toujours espéré qu'il y aurait des clairières, comme ici ce soir. Et donc, c'est ce qui fait qu'on continue, parce qu'il y a un chemin. Et alors, pour en revenir, n'ayez pas peur, on évoquera bien évidemment l'histoire, mais pour en revenir à ce « je me souviens de tout », est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que justement c'est le souvenir qui sert de trait d'union? Je prends dans ce livre-là un extrait en tout cas une expression dans laquelle vous parlez des archéologues comme détectives des choses du passé. Je me suis dit, tiens, détective des choses du passé, ça pourrait lui coller à la peau aussi, à elle. Ça me colle à l'âme. Oui, c'est vrai, totalement. Dans certains de mes romans, je ne sais plus mais il y a vraiment des mots. Pour moi, le mot souvenir, bon, ça a donné le titre du premier roman. Voilà, c'est des souvenirs qui sauvent autant qu'ils blessent. C'est-à-dire, les souvenirs, ils blessent et ils sauvent. Et écrire, qui soit l'argile de l'écriture, et aller jusqu'à ne pas hésiter à aller du côté du souvenir inventé aussi, beaucoup l'ont fait, hein, que ce soit, ça a donné un très beau texte d'Aragon, Le mentir vrai. Aragon que vous citez en exergue. Oui, que je cite en exergue. Roman clé des chambres interdites de notre maison. Absolument. Et puis la phrase, je dirais, qui me guidait aussi, que je ne connaissais pas avant d'écrire ce roman, que j'ai lu au tout début, quand je commençais à l'écrire, parce que je me penchais sur quelqu'un qui était proche de lui. Donc je me penchais sur Tao Samrouche, qui était proche de Jean Giono, au point qu'elle ait publié un roman qui s'appelle L'amant imaginaire. Et me penchant donc sur Tao Samrouche et sur Giono, j'ai lu cette phrase de Giono qui a été vraiment, je dirais, un phare pendant toute l'écriture. Je cite de mémoire, où il dit, il faut se méfier quand on invente, on serait capable de dire la vérité. Et je trouve que c'est exactement ça. Enfin, c'est vraiment... il faut se méfier quand on invente, on serait capable de dire la vérité. Et Brice certainement en parlera, l'écriture de ce roman m'a été donnée au fil des années. J'ai écrit les premières pages en 2005, été 2005. J'ai été vraiment il y a eu ces pages en 2005 répondaient à une quête, pas exagéré de dire existentielle, qui s'était inscrite en moi, je pense même avant ma naissance. Et donc en 2005, il a fallu commencer à comprendre pourquoi ça s'était déposé en moi, à fouiller, et la quête est devenue enquête. Il a fallu que l'enquête soit, je dirais, menée. Ça a pris 20 ans pour que le livre puisse être écrit. Mais cette chose quand on invente, c'est-à-dire ce qui a fait qu'avant 20 ans, il y a 20 ans, j'ai pas pu l'écrire parce que je manquais de réponses, bien sûr. Et puis, je n'avais pas compris que les réponses, elles me seraient données dans l'enquête,
mais elles étaient du côté de l'imagination. Elles étaient là. Et donc la phrase de Giono, puisque j'avais tellement à cœur d'être juste dans ce que je dirais, de ne pas, trahir une mémoire, autant collective qu'intime, elle m'a souri, cette phrase, et elle m'a autorisée. Et ce que je ne soupçonnais pas et qui est absolument arrivé, c'est que l'imagination, la fiction, m'a conduite au plus proche de ce qui était arrivé, d'une vérité, de la réalité. Alors plantons le décor, définissons cette quête. Vous avez parlé des femmes. Quelles sont ces femmes? Et d'abord peut-être, quel est le lieu de la quête? Donc le lieu, oui, il est important. On est dans une oliveraie au pied des montagnes du Djurdjura, en Kabylie. Été 54, rien n'est innocent. C'est-à-dire été 54, c'est juste avant la déclaration de la guerre d'Algérie qui va arriver début novembre, qu'on appelait alors les événements. L'oliveraie, c'est le microcosme où sont réunis à la fois, je dirais, plusieurs communautés, on pourrait appeler communautés, les Pieds Noirs, Kabyles, et puis chez les Kabyles, il y en a des différents, on le découvre au fur et à mesure de la lecture, ceux qu'on appelait communément les indigènes, et puis le colon. Et enfin, la Kabylie, pourquoi la Kabylie plutôt qu'un autre endroit de l'Algérie? Ça n'est pas neutre du tout, parce que déjà peut-être, ça a été beaucoup écrit par des auteurs qu'on a appelé la première génération des auteurs algériens écrivant en langue française, Mouloud Mameri, Mouloud Ferraoun, Léa Mrouche, Mohamed Dib et d'autres, mais moins, je dirais, récemment. Et ça m'est très cher, la Kabylie, parce que dans 2 villages kabyles qui sont dans les montagnes du Djurdjura, qui sont à une dizaine de kilomètres de cette oliveraie, sont nés mes arrière-grands-parents et mes grands-parents maternels. Et en fait, c'est vrai que, dernier point, il y avait une volonté, je dirais, je savais, sans me l'être formulé, que je souhaitais écrire juste avant l'explosion, juste avant que ce monde de l'oliveraie, ce microcosme bascule. Je savais que je ne voulais pas écrire la guerre, bien m'en a pris, parce que Kamel Daoud, depuis, a publié son livre, mais je souhaitais écrire juste sur le seuil, juste avant le basculement, et tout ce qui se joue entre ces êtres qui sont là, ils vivent ensemble depuis des décennies, depuis des générations, au travers, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans mes romans, du regard de 2 fillettes, elles ont 13 ans, Mad et Nour, voilà, et c'est voilà, ce qui dans ce chemin que j'évoquais tout à l'heure, je dirais, s'il y a un sillon, c'est l'innocence avant qu'on vous l'arrache, mais c'est l'innocence avant, donc elle a beaucoup de pouvoir encore. Pour rester dans le thème des lieux, au détour d'une page, on redécouvre votre amour du désert. Oui, c'est vrai, on le redécouvre tellement qu'il y a bien 1 ou 2 phrases qui étaient déjà dans un de mes romans précédents, et oui, le Sahara... le Sahara algérien, notamment, ça c'était à l'aube des années 2000. Je me souviens très bien de la date parce que je suis arrivée à Toulouse pour vivre à Toulouse au printemps 99. Et le premier séjour dans le Sahara a suivi quelques mois après. Et en fait, c'était ma façon, pour moi qui n'avais jamais été en Algérie, qui savait que nombre des membres de ma famille maternelle étaient nés, avaient vécu, étaient enterrés dans ce pays. À ce moment-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait tellement pas il n'y avait même pas chez moi encore la possibilité des questions. Il y avait juste le silence, le non-dit, l'interdit.
est telle qu'il était inimaginable alors d'aller en Kabylie. Et ma façon, je dirais, de me rapprocher de ce qui a conduit à l'enquête et à l'écriture du roman a été de prendre un détour, à savoir le Sahara, le vide, le désert, le silence, mais alors là qui fait sacrément du bien. Et j'ai commencé dans le Sahara à noter beaucoup de choses et je dirais de façon presque presciente, mais aussi au travers de voyages précédents ou de mes lectures, le Sahara, c'est les Berbères. Les Kabyles sont berbères. Donc c'était une façon, je dirais, de m'approcher à la fois d'une histoire et d'une culture. Et ça donne naissance à Grand Ma, un des personnages d'Histoire de la femme sauvage, qui est né dans ces... Hiver après hiver, pendant un certain nombre d'années, j'ai continué à marcher dans le Sahara. C'était... Voilà, au tout début des années 2000, il n'y avait pas encore un tourisme de masse, on n'était surtout pas inquiétés, il n'y avait pas de décapitation encore à ce moment-là. J'arrivais à partir seule avec un guide touareg, qui changeait à chaque fois dans des lieux différents. Et j'ai eu un coup de foudre total pour ceux qui connaissent le Tassili des Agères. Et il est arrivé quelque chose d'inouï dans un site néolithique qui s'appelle Séphar. C'est extraordinaire, à ciel ouvert. Je raconte ce qui s'est passé dans ce site. Ça vous a parlé. Et en fait, depuis ma naissance, mon enfance, et depuis que j'écris dans la proximité, je vis dans la proximité d'un coffre, un coffre en bois, tout simple. Il a ceci de particulier, c'est qu'il est gravé, qu'il a été gravé par ma mère, certainement ou dans ma prime enfance ou avant ma naissance, et que sur une des parois, il y a celui que jusqu'à les Agères, donc en 2001, on va dire, ou 2002, j'avais appelé le géant de ma mère. Parce qu'il était géant sur la paroi, il était très particulier, très grand, avec des doigts de fillette. Et j'associais ce géant à une fantaisie qu'aurait eue ma mère, que j'ai très peu connue. Et ça m'allait, cette fantaisie, ça m'allait qu'elle est... Je trouve que le travail artistique est assez formidable. Et puis surtout, il est là, toujours avec moi, le géant de ma mère. Et je marche dans les Agères. Et je vais sur ce site qui s'appelle Séphar, et où j'étais vraiment seule. Hein. Il y avait le guide touareg, et puis moi. C'est quelque chose d'absolument magique, parce que c'est les aubes du temps qui vous sont données. Il n'y a personne, il n'y a aucune lumière, il n'y a aucun fil qui vous empêche de vous approcher, d'être totalement dans l'histoire berceau de l'Antiquité. Et en fait, tout d'un coup, je me retrouve face au géant de ma mère, exactement les mêmes doigts de fillette, exactement le même, c'est une tête assez particulière, si vous avez la curiosité, vous tapez Séphar et vous trouverez, mais exactement, vous imaginez, ça a été vraiment quelque chose, et tout d'un coup, la première question que je me suis posée, mais comment il est arrivé là, comment il est arrivé du coffre ici, pour me rendre compte que ce n'était pas la question que je devais me poser. Mais c'est comment, d'ici, il est arrivé sur ce coffre. Et suite à cette question, au retour, l'enquête a commencé. L'enquête a commencé, elle m'a mis entre les mains un livre d'Henri Lotte, qui a découvert le site de Séphar. Elle m'a donné le nom de ce géant de ma mère, qui a été appelé par Henri Lotte le Grand Dieu. De mémoire, il fait 7 mètres de hauteur sur les parois rupestres, 7 mètres ou 9 mètres, mais je crois que c'est 7. Le grand dieu de Séphar. Donc là, voilà, vous avez tout pour le trouver, pour voir le géant de ma mère. Et voilà, qu'est-ce qui a fait qu'elle l'avait gravé? Qu'est-ce qui a fait que, je dirais, de façon bien plus qu'intuitive, j'avais eu besoin de vivre à ses côtés, écrire à ses côtés depuis quand même pas mal d'années. Et en voulant répondre à cette question, bien d'autres questions se sont présentées, bien d'autres réponses m'ont été données ou arrachées par mes soins. Et c'est ce qui a, je dirais, tissé, in fine, l'écriture du roman
que Brice a lu et que peut-être d'autres liront. Et dont on va avoir un extrait, mais juste avant cette lecture, présentons, vous avez évoqué Grand'ma, vous avez évoqué l'amitié entre, vous n'avez pas encore donné les noms, entre Nour et Mad. Présentez-nous les 4 générations de femmes qui se succèdent ou qui s'entremêlent dans le roman. Alors, dans cet livret, il y avait le souhait d'écrire juste avant la guerre et d'écrire une histoire sur plusieurs générations qui donc commence, on va dire, été 1954 et nous emmène jusqu'à aujourd'hui. Donc 4 générations à travers ces femmes, et je tiens toujours à préciser de plus en plus que parlant des femmes, pour moi elles vont avec les hommes, c'est-à-dire que c'est pas parlant des femmes, je parle des pères, des maris, des frères, des fils, mais il y avait vraiment ce désir que elles s'emparent de la parole, elles s'emparent d'une parole souvent tue, secrète, cachée. Mais il y a quelque chose à travers elle qui nous fait aussi découvrir. Il y a un personnage qui m'est très très cher dans le roman, qui est le père de Mad et le grand-père de Laure. Et en fait, ces femmes, on va connaître à travers elles, qui vivent dans l'Olivret en 54. L'ancêtre est Grand'ma. On l'a dit tout à l'heure, elle est née dans le Sahara. Pourquoi elle est née dans le Sahara, comment elle est arrivée en Kabylie, c'est une des choses que l'on découvre au cours du roman. Il y a la fille de Grand'ma, qui m'est très très chère, qui est Léa. Léa qui est... c'est la première fois au cours de ces années d'écriture et des romans, ça ne m'était jamais arrivé, j'ai même du mal à l'appeler un personnage, c'est pas un personnage, qu'un être que j'écris, comment dire, se révèle au fil des différentes versions. C'est-à-dire la Léa de la première version, j'avais un regard sur elle qui était très différent de celui que j'ai aujourd'hui. Il y a toujours eu un amour pour elle, je le dirais inconditionnel, puisqu'elle emprunte énormément à ma grand-mère maternelle. Amour inconditionnel, mais une sorte d'incompréhension de certains de ses actes ou choix. Et plus je l'écrivais, plus je cherchais à, non pas à la comprendre, mais à être juste dans ce qui avait pu déterminer, je dirais, à l'aune de son existence, bien des choses qu'elle a pu décider, agir, cacher, dissimuler, imposer. Plus je la comprenais et je la trouve... Et plus je me rapprochais d'elle, alors que j'étais rapprochée en tant que dans tous ces choix que je n'aurais pu juger, et tellement pas. Donc Léa, c'est la fille de Grand'ma, la grand-mère, et puis vient la fille de Léa, Mad, on en a parlé, qui est née dans cet Olivret, dont tous sont nés là ou dans la montagne. Donc le village exactement, c'est Irilali, ou à Warzen, près de ce qui à l'époque s'appelait Michelet, qu'aujourd'hui s'appelle Ain El Aman. On n'est pas très loin de Bougie non plus, Béjaïa. Et en fait, si vous voulez, la petite Mad, elle a 13 ans. Elle est prise d'une passion pour sa jumelle de lait, puisque sa mère, Léa, n'a pas souhaité l'allaiter. C'est la fille de trop. C'est la 4e fille, alors qu'on attendait tellement le garçon. Et elle a été donc allaitée par quelqu'un qui m'est cher aussi, qui est Dia, la maman de Nour, la mère de Nour, qui travaille, qui est domestique pour cette famille. Et ces 2 enfants, ça n'existe pas, la différence. Ça n'existe pas, elles ne veulent pas la voir, elles ne veulent pas la prendre en compte. Elles sont juste deux jeunes filles, mais 13 ans, en Kabylie, en 54. Il y a beaucoup, beaucoup de périls quand on a 13 ans, quand on est une jeune fille. Grand'ma a été promise, avant même sa naissance, à un cousin en Kabylie. Ça peut guetter Nour, tout ça. Et je dirais c'est le départ de l'histoire. Oui, parce qu'on va découvrir des destins complètement différents, complètement surprenants. Vous avez volontiers oublié Laure.
Ou enfin, volontiers ou pas plutôt? En fait, je ne l'ai pas du tout oublié. Simplement, Laure arrive bien des années après, et Laure arrive bien des années après, non pas en Kabylie, mais sur le Causse, pour ceux qui connaissent, à 1h30 d'ici, entre Saint-Cyr-la-Popie et Cajarc. Laure vit sur le Causse, qui lui rappelle quelque chose qu'elle pressent, qu'elle connaît de paysages méditerranéens et de quelque chose qui se serait déposé en elle. Et donc, à l'aube des années 2000, Laure, l'enquête, voilà. Et cette quête de l'or va croiser, je dirais, l'histoire romanesque dans cet olivret. Et toute la question est de savoir, est-ce qu'elle retrouvera ou pas cet olivret? Est-ce qu'elle comprendra d'où elle vient et quelle est cette quête des origines? Et c'est vrai que c'est quelque chose, je suis une lectrice, je dévore les livres, j'aime le romanesque, et j'ai essayé d'offrir au lecteur quelque chose du romanesque, à savoir un événement va se passer. C'est pas neutre que l'histoire est située vraiment juste avant les premières heures de la guerre, qui se trame, qui est là, on le sait, il y avait eu Sétif avant, etc., bien avant. Et en fait, à la fois l'enquête de l'or lui révélera ou pas ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui est arrivé à ces deux jeunes filles? Pas jeunes filles, en fait, c'est vraiment des fillettes. Elles ont 13 ans. Des préadolescentes. Voilà, c'était un mot qu'on n'utilisait pas, mais encore une fois, la puberté vient de passer par là et ça peut faire basculer leur vie de très jeunes filles. Quel extrait avez-vous choisi, si vous en avez choisi un? J'y ai pensé hier soir, mais comme je n'ai pas pris j'ai oublié de prendre mon livre. C'est un extrait, si vous voulez, que je vais découper. Donc, ne vous étonnez pas si je marque une petite... parce que je n'ai pas eu le temps de signer dedans. Donc, vous le voyez peut-être, on est exactement à la moitié du roman. Ça, c'est une chose qui ne cesse de me troubler. Là, je confie quelque chose de l'auteur quand je suis toute seule devant ma table de travail. Livre après livre, sans que je ne fasse rien pour jamais. Au point que, si vous voulez, je ne numérote pas les pages. Il ne me viendrait jamais à l'idée de regarder le nombre de signes que j'ai pu écrire, même avant d'envoyer le texte à l'éditeur, etc., etc. Mais ça s'est révélé à chaque fois vrai. Quand je commence à écrire le roman et que je sais au fond, quel événement, quelle sera la bascule que j'aimerais raconter, systématiquement, ça arrive à la moitié du livre. C'est très étrange. Et quelle que soit la version, en fait. Sachant qu'au fil des versions, je vais supprimer un nombre colossal de pages, je vais bouger énormément de chapitres. Mais cet événement arrive toujours à la moitié du livre. Et donc là, l'événement en question, c'est la traversée de la Méditerranée sur un bateau pris à Marseille par Laure, qui, après des années, a un sésame qui lui manquait, à savoir que lui a donné Léa, à savoir une possibilité de s'approcher du lieu de la terre où se trouverait le livret. Sur El Jazeir 2, elle fait le trajet dans le sens inverse des siens en 61. Que s'est-il passé en Kabylie pour qu'ils en partent tous? Que pas un n'en parle de ce qui est arrivé. Et un horizon bouge. Il l'entraîne à faire le voyage, rompre l'opacité, ne pas en être exclu de leur passé. Elle ne fera pas demi-tour, ne bougera pas du pont du ferry avant d'apercevoir un contour, un rivage. Est-ce qu'il lui ressemblera? Qu'a-t-elle de ferme la terre de l'autre côté? Laure part chercher une mémoire confisquée. Elle s'est construite dessus. Ce qu'elle a pu imaginer de l'enfance de sa mère lui souffle qui elle est. Dans cette traversée, au bout, il y a Alger,
Laure ne cherche pas pourquoi sa mère a cessé de croquer dans des épis de maïs. Laure n'attend pas du pays mystérieux qui lui donne la raison du départ. Ce qui lui manque alors, c'est un début. En Kabylie, ces oliviers. Sans arbres, pas de clairière et de lumière qui tombent à vos pieds. Ce qu'elle veut, c'est sentir, ressentir. Et elle observe les rides du vent à la surface. Celles sur la mer lui en rappellent d'autres sur le sable. Elle se revoit enfant, campée sur ses gambettes, face à son arrière-grand-mère, et quelque chose s'enclenche. Il ne faut rien t'interdire, Laure, qui te paraîtrait trop grand, trop vaste. Cours ta chance, mon enfant. Ne t'arrête pas en chemin. Elle regarde la nuit dans les yeux, ne baissant pas les siens, au contraire. Les yeux tournés vers les étoiles, les attrapant une à une ou par grappes, guettant celles qui fileront. Laure aime qu'elle soit morte depuis longtemps, éclaire tout. À un moment, ce qui était lumineux pâlit et c'est l'aube. Elle retrouve un trait d'or nuancé de rose, où le soleil sortira. C'est une autre apparition qu'elle guette. Ses yeux fouillent une brume, venue avec l'aube, fouillent plus loin. Ce que Laure attend ce matin, qui n'est pas tout à fait le jour et plus vraiment la nuit, ce qu'elle espère, c'est être la première du bateau à voir la terre. Il lui semble en deviner un relief, un escarpement des rochers reliés à un littoral. On croit inventer qu'il n'y a rien, puis c'est là, devant vos yeux, où l'instant d'avant il n'y avait qu'imagination. Ce que lui dit la ligne brune d'un rivage, qu'il pourrait bien avoir le profil d'un visage aux yeux verts, même si l'or est le jouet d'elle ne sait quel reflet, elle aperçoit dans cette crique au loin un iris ouvert sur un flot de lumière et des années. En continuant de plisser les yeux, elle repère dans la rocaille ce qui pourrait bien être un nez, puis une bouche sortie d'un aplat de roche. Le va-et-vient de l'eau dessus lui rappelle des baisers, qu'elle recherchait plus que de raison. L'arrondi d'un menton s'offre tout seul dans l'anse d'une énième crique, manque un front un peu large, même en miniature dans l'arbre à mandaillon. Un dernier fil de brume à la proue pourrait bien être une mèche échappée. Elle frise d'autant dans l'air marin. Le bateau accostera bientôt, les premières habitations viennent remplacer tout qui faisait un visage. Avant d'embarquer, Laure se l'est promis, lorsque la terre apparaîtra, elle saura qui elle est. Merci beaucoup. On aurait pu commencer par la histoire de la femme sauvage, par son titre. On découvre à l'intérieur du livre, mais je pense qu'on peut déflorer la solution de ce titre, qu'il s'agit d'un tableau. Oui, c'est un tableau de Renoir que j'ai découvert après avoir terminé le roman, qui est à Orsay. Qui est à Orsay. Je connaissais avant d'écrire le roman l'histoire du ravin de la femme sauvage que Renoir a peint. Mais je n'avais pas vu le tableau et j'ignorais le tableau de Renoir. Je ne connaissais pas son existence. En revanche, l'histoire du ravin de la femme sauvage, qui a été d'ailleurs, qui a fait l'objet d'ailleurs de livres, c'est au Clos Salambier. Le Clos Salambier était vraiment faisait partie d'Alger et puis est devenu une périphérie d'Alger. Et c'est une légende qui dit qu'une femme a perdu dans les ronces et les épineux de ce ravin ses 2 enfants et qu'elle n'a eu de cesse toutes les années qui ont suivi la perte de ses enfants de les chercher, d'hurler son chagrin et leur disparition. Et je trouvais très beau ces mots, le ravin de la femme sauvage. J'ai trouvé évidemment, je dirais comme un fil à suivre, un indice à suivre, l'histoire de cette femme qui s'abîme dans un chagrin mais qui continue à chercher, qui ne cède pas à la disparition. Et effectivement, j'ai découvert ce tableau à Orsay. Alors ça fait partie de tous ces cadeaux que m'a donné l'écriture. C'est un objectif. Et c'est vraiment, là encore, je vous engage à aller le voir. C'est un très beau tableau de Renoir et qui reprend vraiment ces teintes très particulières de l'association
plantations qu'on l'on trouve notamment en Kabylie, des figuiers de Barbarie, des feuilles de ce vert un peu gris et qui ne tombent pas, des oliviers, et des feuilles gigantesques et tellement à profusion, des figuiers couverts de poussière. Et on trouve, il a réussi à réunir tout ça, et un mauve, un rose du ciel à l'aube ou au crépuscule. Et en fait, c'est la première fois, j'avais beaucoup de mal à trouver un titre. Mais voilà, j'allais vous dire, c'est très intriguant. C'est-à-dire qu'à la fin du livre, vous ignoriez encore comment il allait s'appeler ? Oui, tout le temps de l'écriture, au fond, je l'appelais Alchérie, qui est un jeu qu'ont inventé Mad et Nour. Elles jouent à Alchérie, elles vont en Algérie. Donc c'est un pied dans la réalité d'un pays, l'Algérie, et puis elles en font quelque chose d'autre avec leur imagination. Et j'ai craint que ce soit peut-être un peu trop opaque. Et puis après, j'ai été très enthousiaste d'un autre titre, mais qui sera peut-être celui du prochain si je l'écris. Donc je ne le dis pas. Et en fait, non, c'est cette histoire et puis le tableau qui m'a été donné de découvrir alors que je cherchais un titre. Et c'est comme un signe, il fallait que ce soit ce titre. Voilà. Je vais poser une question très intime qui concerne l'écriture, bien évidemment, l'intimité de l'écriture. Je vous écoutais lire. On sait, vous le dites vous-même, que vous charriez de la matière humaine, la vôtre, même si elle passe par le filtre de la fiction. Et je me demandais dans quel état vous étiez quand vous écrivez. Très bousculé, bien sûr. Très... Je pourrais pas dire que c'est le moment où je suis la plus heureuse, mais pas loin. Alors, bousculé dans le sens... de la joie, voilà. Non, du tout. Mais justement, vous parlez de bonheur. Oui, mais c'est cette oscillation permanente. Je crois beaucoup à cette oscillation permanente de quelque chose qui est de... Bon, après, ça relève du caractère, vous l'avez dit. C'est une question d'un mélange d'exaltation et de mélancolie. Et en fait, c'est comme si là, tout d'un coup, j'attrapais le cœur de ça. Je le sens battre. Et puis il y a quelque chose qui est, alors là c'est encore plus de le livrer, mais c'est la peur. Il y a une peur totale tout le temps de tout ce que ça va provoquer, de tout ce que ça va toucher, de tout ce que ça révélera. Mais je pense que bien des auteurs le diront de la même façon, on ne peut pas faire autrement. C'est aussi simple que ça. Cela vous transforme. Je prends une phrase. Est-ce qu'en l'écrivant, on peut la changer, la vie ? Vous avez la réponse ? Un peu, beaucoup à la folie. Revenons à nos personnages. Il y a un homme, vous soulignez aussi l'importance des hommes dans ce livre, même s'ils sont malgré tout à l'arrière-plan. Il y a un homme dont j'aimerais que l'on parle, même si, pour ne pas justement trop dévoiler ce qui est le cœur du livre, on va devoir limiter les précisions à son sujet. Mais il y a un autre écrivain que vous-même. Et donc j'aimerais bien que l'on parle de Luc. Voilà, Luc Ali. Ah, vous le dites alors. Hein. Bon. Si on est suffisamment, on va dire, sibyllin, on peut le dire un peu. Restons sibyllins. C'est cette identité, mais on en parlait aussi tout à l'heure, c'est une quête des origines, donc on dit silence, interdit, secret, la complexité que provoque l'exil, que provoque l'exode, c'est-à-dire la nécessité, c'est le cas pour Léa, de l'insertion, de l'intégration, au prix parfois de dissimuler des choses, de les cacher, de les modifier, d'imposer des silences. Et lui, il est vraiment le fruit de cette Luc. Il a donc ce prénom chrétien et il va écrire sous ce prénom d'Ali. Là, on reste très... Il va écrire sous ce prénom. Pourquoi avec ce prénom qui est Luc, il va écrire sous ce prénom évidemment, donc ça crée vraiment quelque chose, je dirais, une transgression dans cette famille. Mais encore une fois, lui aussi ne peut pas faire autrement. Et
Et donc, ce Luc Ali, il est personnage de fiction, mais j'ai vraiment à cœur de dire son vrai nom d'auteur et son vrai prénom, parce que vous pouvez vous procurer ces livres qui ont été, je dirais en tous les cas, au sein de sa famille, totalement cachés, interdits et dissimulés. Il s'appelle Malek Ouari. Voilà, donc Malek Ouari fait partie de cette première génération des auteurs dont je parlais tout à l'heure. J'aurais pu le citer, je n'ai pas osé. Puis l'interdit était là encore. Et il a écrit sur cette histoire très très peu connue, très très peu documentée en Algérie, de l'installation de missions des Pères Blancs en 1880 jusque dans les années 1920 pour, je dirais, tenter de christianiser les Kabyles. Et vous imaginez le déchirement que ça a pu provoquer chez certains de ceux qui... alors, ça s'est appelé la conversion de la misère. Moi, je le dis d'une phrase, « Tu me donnes ton âme, je te donne du pain ». Camus, pour Alger républicain, a écrit de mémoire 9 ou 11 articles en 1939, donc bien avant la guerre d'Algérie, que j'ai lus alors que j'écrivais. C'est-à-dire, on a beau savoir, on a beau avoir beaucoup lu, c'est insoupçonnable, en tous les cas, dans l'écriture d'un Camus journaliste, encore une fois, qui documente cette terre de Kabylie, qui a résisté, je dirais, l'arrivée française, la colonisation en 1830. Il y a eu une résistance kabyle jusqu'en 1870. Les montagnes kabyles ne se sont pas livrées à l'occupant. Il y a eu une rébellion qui a été matée, qui a été extrêmement écrite dans le livre de Bélézy il y a 2 ans, la révolte d'El-Mokrani. Bon, il y a eu là vraiment, je dirais, voilà, la guerre dans ce qu'elle a de plus sale et de plus inique, et qui a donc maté la rébellion. Et je dirais ce qui a suivi, on est donc de mémoire en 1870-73, c'est l'installation de missions de Pères Blancs, de Sœurs Blanches, conversion de la misère pour les plus démunis, des mères, je dirais, qui se retrouvent avec un enfant sans père. Si on prend, j'ai cité tout à l'heure les Amrouches, la mère Fatmaït Mansour Amrouche, qui a publié un livre exceptionnel à l'époque chez Maspero et puis réédité à la Découverte, Histoire de ma vie, née en 1883. Si on prend son exemple, elle naît, si vous voulez, donc sa mère est mariée, elle est indigène, elle naît dans ce petit village d'Irilali en Kabylie, pas d'Irilali, juste à côté. Et en fait, le père meurt très, très rapidement. Elle est une toute petite fille, peut-être de 2-3 ans. Et la famille du père ne recueille pas la mère avec l'enfant. Vous imaginez, en 1885, donc la mère va, si vous voulez, la conversion par les Pères Blancs, la conversion de Fatmaït Mansour, lui permet de donner à sa fille un accès à l'enseignement, la langue française, les écoles qui sont créées en même temps que les missions, aux soins, bien sûr, du pain. Et ainsi, il y a, selon, si vous voulez, où on se documente, si on se documente côté algérien, on vous dira qu'il y a eu 5000 convertis. Et puis, je pense, après avoir fait toutes ces recherches et toute cette documentation, entre 1880 et 1920, on peut parler d'un 8000, 9000 convertis. Ce sont des familles, souvent entières. Conversion de la misère, et aussi, et c'est le cas pour les Amrouches, qui sont donc devenus une famille, je dirais, éminente et aujourd'hui la plus représentative, puisque la mère, Fatmaït Mansour, je viens de vous en parler. Il y a eu le fils, Jean Amrouche, oui, tout à fait. Qui a publié... Dont vous parlez également. Oui, qui a publié, donc je donne une phrase en exergue, qui a été connu à un moment donné parce qu'il a, d'abord publié beaucoup de poésie. Il a été un des interlocuteurs privilégiés du général de Gaulle
tout au long de la guerre d'Algérie. Jean Amrouche est mort Juste juste avant la signature des accords. Et bon, j'ai lu la lettre qu'a écrit le général de Gaulle à ce moment-là à son épouse. J'ai lu la correspondance qu'avait Fatma Mansour avec son fils, elle étant restée dans le village kabyle, lui vivant d'abord avec ses parents en Tunisie, puis en France. Et en fait, il est aussi connu pour avoir été le premier à faire des incroyables qu'on peut se procurer enregistrements radiophoniques avec Gide, avec Claudel, il était très proche, son nom m'échappe. Et en fait, là, on est dans un autre cas de figure. Le père de Jean Amrouche, qui deviendra donc le mari de Fatma Mansour Amrouche, lui a été donné comme fils aîné par le clan, par la tribu, au père blanc. Tout ça pour vous dire voilà, comment cette conversion pouvait arriver. C'est-à-dire on donnait un fils aîné pour qu'il ait accès à l'éducation différente, à l'enseignement. Et ils quittent le village. La première chose qu'ils font, ce sont devenus souvent, les Kabyles convertis sont devenus des instituteurs. Voilà, ce qui était le cas de mon arrière-grand-père. Il est devenu un des premiers instituteurs kabyles convertis et né dans ce même village d'Irilali. Et en fait, ils n'ont de cesse que de quitter le village, mais c'est au prix du reniement. C'est au prix du reniement. Plus de langue maternelle, plus de culture orale qui se perd. Et tous ces gens, et un déchirement. Enjeux apparaissent. Un déchirement. Ouais. Un déchirement. Et fait. qu'est-ce que ça produit ? À la fois chez ceux qui le vivent, que l'on appelle des mtournis. Les mtournis, ça veut dire littéralement le dos tourné, le renégat. Et qu'est-ce que ça produit chez leurs descendants, notamment quand tout cela a été dissimulé. Vous parlez en filigrane et vous faites bien. La question initiale concernait donc le personnage d'écrivain, Luc. Il y a d'autres personnages qui sont dotés, enfin qui ont une expression artistique. Je pense à Grand-Ma qui se promène avec son Leica. Oui, Grand-Ma, elle m'est très chère. Alors, Grand-Ma, elle est née, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Tassili des Agères, au Sahara. Elle est promise avant même sa naissance à un cousin en Kabylie. Et puis, quand elle est très, très jeune fille, dans le Sahara, arrive un homme allemand qui s'appelle Oscar. Et c'est là, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'amuse aussi, c'est que je mêle vraiment l'imaginaire et la réalité, c'est-à-dire Oscar a réellement existé. Il est l'inventeur du Leica. Au moment où je vous parle, désolé, son nom de famille m'échappe, il est allemand. Il était un très grand asthmatique. Du fait de son asthme, il travaillait donc dans une des plus grandes usines de fabrication, je dirais, de tout ce qui était l'ancêtre des appareils photo. En raison de son asthme, il ne pouvait pas porter du matériel lourd. Et il a été, exempté du front et de la guerre 14-18. Grand-Ma, née en 1900, elle naît en 1900 dans le Sahara. Je viens de vous dire, elle a une quinzaine d'années, quand au lieu d'aller au front, avec un prototype du Leica qu'il a inventé pour pouvoir se déplacer et marcher avec, il part, j'invente, qu'Oscar part dans le Sahara. Tout ce qui concerne son asthme, le matériel, le prototype, le fait qu'il n'aille pas au front et la réalité, moi j'invente qu'il va rencontrer Grand-Ma dans le Sahara. Elle est promise à ce cousin kabyle, il repartira en Allemagne, il redeviendra l'Oscar, le vrai Oscar, dont je ne vais pas vous raconter l'histoire. Et le Leica, tout le monde connaît la suite. Mais il laisse son prototype de Leica à Grand-Ma, qui, à travers, je dirais, l'œilleton, en fera bon usage et je dirais, captera une mémoire confisquée. Il y a aussi... Je reviens alors, l'expression, mais cette fois, c'est l'expression des autres, puisqu'elle est, on dit prête-plume maintenant, elle est, comme on disait naguère, nègre. Oui, elle est nègre. Pourquoi ce choix ? Alors, il y avait encore une fois un côté un peu malice de ma part, comme j'en ai peut-être moins parlé depuis tout à l'heure, mais ils sont très, très présents parce que ça fait partie de cette mutation, je dirais, de la mémoire et cette façon c'est que les pieds noirs sont très, très présents.
cette vie possible et pas du tout ensemble dans ce microcosme, dans ce pays, sur le seuil de la guerre, le retour, l'exode, l'exil, ces bateaux en 61 et 62, le Kerouan pour ce qui a été de la famille de Mad et de Laure. En fait, comment dire, ils sont vraiment, j'ai envie de dire, je souhaitais raconter à travers eux ce passage en fait entre les deux rivages de la Méditerranée. D'accord. Ce que je vous propose, c'est de lire un autre extrait, à moins que... Je ne sais pas. C'était- J'ai lu un c'était long... J'aime beaucoup, hein, vous l'aurez peut-être C'était compris, mais juste- j'ai lu un très long extrait tout à l'heure. Il était un peu long. Non, mais Donc, comme vous voulez. C'était pour faire la transition avec le moment des questions du public. Ben, pas de transition. Vous, vous avez la parole et le micro qui s'approche de vous si vous le souhaitez. On l'entendra, J'arrive. on l'écoutera. Oui, sur les conversions donc de Kabyle. Actuellement, ils sont encore chrétiens ou ils sont retournés à l'islam actuellement, quoi. Alors, en fait, le nombre des, pour pas dire tous, de ceux qui ont été convertis ont quitté l'Algérie à la fin de la guerre d'Algérie. Ils ne vivent plus en Algérie. Je l'ai à peine évoqué, ça a créé ce déchirement de quitter la terre des ancêtres, de quitter l'origine, de quitter la langue maternelle. Il y a eu ceux comme les Amrouches qui se sont ingéniés à essayer de faire le grand écart et à reconnaître tout ce qu'il y avait de juste et de bon, je dirais, les deux rivages, les deux cultures. Et il y a ceux qui, comme cette famille dans l'Olivret, vont profiter, je dirais, d'une sorte on ne choisit pas la terre où on est, on ne choisit pas non plus son nom de famille. Quand vous êtes kabyle, vous pouvez vous appeler aussi bien Ouari qu'Aït El Aoussine. Si vous vous appelez Ouari, entre guillemets, vous pouvez vous faire passer pour des pieds noirs. Si vous appelez Aït El Aoussine, c'est plié. Et en fait, ceux qui ont pu s'intégrer et je dirais trouver en France une terre d'asile où ils ne seraient pas ce qui encore une fois, dans les début des années 60, se disait, on l'a remplacé par d'autres mots qui ne sont pas meilleurs, indigènes, si vous voulez. Il y avait quelque chose que je n'ai pas assez dit et qui va être un début de réponse à votre question. La foi était très, très sincère. C'était des personnes très pieuses, sincèrement. Ça n'était pas un moyen. Ça n'était pas... il y a vraiment le souhait, la volonté, au-delà du pain, au-delà de sortir de la misère, et avoir trouvé quelque chose qui répond à une demande absolument sincère dans la foi, dans la pratique de la religion. Donc, je ne peux absolument pas répondre au regard des milliers de Kabyles qui ont été convertis, mais dans l'enquête que j'ai pu mener, dans la quantité de documentation, de livres que j'ai pu lire, j'oserais, mais sans du tout pouvoir l'assurer, en tous les cas, moi, ma conviction personnelle, c'est que la foi était tellement sincère qu'elle s'est, je dirais, prolongée naturellement dans la vie de ceux qui avaient été baptisés, de ceux qui avaient été convertis, mais ô combien, pas forcément et du tout, dans les générations suivantes, au même titre que des familles de chrétiens nés en France et dont les jeunes générations ne sont plus croyants et encore moins pratiquants. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, bien sûr. Voilà. En fait, on tourne autour d'un secret qu'il ne faut surtout pas dévoiler, et qu'on n'a pas dévoilé, mais qui est, voilà, pour ceux qui ont lu le livre, c'est assez touchant et assez curieux de voir comme les pièces du puzzle se sont agencées sans donner tout à fait le tableau final. Et oui, puis
Peut-être, voilà, merci beaucoup. Si vous n'avez pas de questions... Pas d'autres questions? Ça a été un long moment, j'ai l'impression, oui. Eh bien, c'est parfait. Merci bonne beaucoup. soirée. Merci à toi. Merci à vous. Il s'agissait d'une rencontre avec Isabelle Desesquelles à la librairie Ombre Blanche, mercredi 19 février 2025, autour de son nouveau roman intitulé Histoire de la femme sauvage et publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Réalisation et mise en onde Radio Radio en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre. Když nemáš, tak rád